C'est une question qui doit être posée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous permettre de transformer localement? Un pays est dépendant du carburant. Franchement, pourquoi ne pas investir là-dessus? Allez voir Dangote, discuter avec Dangote, qui est aussi nouveau pour lui. Donc il est en train d'acquérir de l'expérience. Demain, il sera en mesure également de proposer de telles solutions pour des pays. Et ça part avec le développement. La République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale avoisinant les 6 millions d'habitants à peu près. Riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, le pays dispose également de forêts, des minerais, des terres agricoles et un accès stratégique à l'océan Atlantique. Le pétrole représente depuis des années une ressource importante pour l'économie du pays. Pourtant aujourd'hui, malgré cette richesse pétrolière, le Congo fait face à des difficultés, notamment d'approvisionnement en carburant. La question qu'on se pose, comment un pays pétrolier peut-il manquer de carburant? Le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de pétrole. Le véritable problème, c'est surtout la transformation. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément. Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, avoir du pétrole, c'est forcément qu'on a du carburant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le problème est bien plus complexe que ça. Et juste une petite notion, pour ceux qui ne savent pas, peut-être parce qu'il y a des personnes encore qui pensent que le pétrole qui sort du sol, il va directement en fait dans les voitures. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole qui sort du sol ne peut pas être directement utilisé. Donc, il doit passer par des processus tels que le raffinage, des transformations chimiques. Et il doit passer par des infrastructures extrêmement lourdes. Et c'est justement une des grandes difficultés que beaucoup de pays africains, notamment ceux qui ont du pétrole, traversent. Pour tous ces pays qui disposent justement des matières premières, il faut savoir qu'on exporte énormément. Vraiment, on exporte à des quantités, je vous dis pas. Et ce, par jour, par heure. Et on transforme encore très peu, vraiment très peu. Et si on peut parler même de coûts de transformation, on peut dire que c'est limite, peut-être à 1,5, voire 0,5%. C'est énorme, je vous dis pas. Le pétrole, le cacao, le café, le bois, les minerais, de l'or, du cobalt, etc. Et très souvent, toutes ces matières, elles partent de manière brute. Puis, elles reviennent dans nos pays transformées. Et ça nous coûte extrêmement cher. Et je vais vous donner un petit détail tout à l'heure. Et à ce moment-là, forcément, ça crée de la dépendance pour nous, en fait. Alors qu'on possède tout. Avec des coûts supplémentaires, forcément. Tu as par exemple le transport. Et avec ça, tu rencontres des difficultés logistiques, telles que pour le carburant, donc il faut le sécuriser. Et parfois même, ce que nous assistons là, à l'heure actuelle, des pénuries. Et pour moi, le vrai pouvoir aujourd'hui ne se trouve pas forcément en fait dans les ressources. Le vrai pouvoir est dans cette justement force à transformer. Dans cette partie 2, on va voir comment fonctionne le pétrole. Et je pense qu'il faut expliquer certaines choses de manière très simple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent parler du pétrole. Et ceux sans forcément comprendre en fait toute la chaîne et la logistique qu'il y a derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un pays exporte du pétrole, ce pétrole est généralement vendu, transporté, puis raffiné ailleurs. Et dans des raffineries qui sont capables de transformer ce pétrole en tout ce dont nous utilisons pour nos véhicules, tels que le gasoil, l'essence, le kérosène, du gaz et d'autres produits qui sont utilisables. Et ensuite, une partie de ce produit, il revient parfois dans ce pays producteur. Et forcément, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, des coûts de transport, des coûts de logistique, des coûts industriels, des taxes, des dépendances internationales et également des délais logistiques. Et au final, vous comprenez qu'un pays peut produire énormément de pétrole et rester complètement dépendant à celui-ci. Et normalement, pour ceux qui ne savaient pas, là, ils ont compris que c'est pas parce que tu possèdes en fait une richesse que tu as cette capacité d'obtenir tout ce que tu veux. Et ils comprennent que posséder, c'est pas s'autosuffire. L'Afrique doit transformer davantage. Et honnêtement, moi, je pense que l'un des plus grands défis africains aujourd'hui, c'est de transformer localement. Parce qu'imaginez un instant, si davantage les ressources étaient transformées localement, raffinées localement, industrialisées localement, le nombre d'emplois que cela pourrait créer est juste énorme. Parce qu'une raffinerie, ce n'est pas seulement que du carburant. C'est des ingénieurs, des techniciens, de la maintenance, des transports, des infrastructures, des sous-traitants, des entreprises locales, de la logistique, de la formation, des emplois indirects. Et vous voyez, et vous comprenez très bien que c'est grâce à ça en fait que beaucoup de pays qui sont riches deviennent encore plus puissants grâce à la transformation.
Et vous voyez, ils transforment. Ils se contentent pas juste uniquement de transporter en fait des matières premières. Et là, on a franchement l'exemple Dangote. Ah, Dangote, j'apprécie énormément. Comme beaucoup, hein. Mais Dangote, franchement, j'apprécie énormément, je vous dis pas. Et je pense que vous le savez, pour ceux qui ont suivi la chaîne dès le début. Donc vous savez, il y a d'ailleurs une vidéo qui était consacrée un petit peu à ça. Lorsqu'on lui mettait tout simplement des bâtons dans les roues. Donc il y a une petite vidéo si vous voulez la regarder. Donc je vais vous la mettre dans les commentaires également. Et forcément, quand on parle de transformation en Afrique, même si tu cherches à l'éviter, on peut difficilement ne pas parler de Aliko Dangote. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont entendu parler de sa raffinerie qui est gigantesque au Nigeria. Honnêtement, même si le projet semble extrêmement complexe, même s'il y a énormément de difficultés, même si cela demande des milliards, eh ben cela montre une chose qui est extrêmement importante. Cette chose, c'est le fait que beaucoup de pays ont compris que cette stratégie de transformation est extrêmement importante pour leur pays. Et franchement, ce genre de projet, c'est pas juste un business, c'est pas juste quelque chose où voilà, je vais me faire de l'argent. Mais c'est vraiment quelque chose en fait qui vous apporte une puissance, mais vous pouvez pas savoir. Et après tout, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de vision, souveraineté, qu'on peut dire encore, économie, futur. Parce qu'un pays qui transforme davantage localement contrôle mieux ses coûts, crée plus d'emplois, réduit certaines dépendances et garde davantage de valeur sur son territoire. Et franchement, on va être honnête. Le Congo, dans tout ça, quand je le regarde, je pense, mais très sincèrement, et je pense pas que beaucoup de personnes me diront le contraire, qu'il y a énormément, mais je vous dis pas, j'ai l'impression même que c'est à l'infini de potentiel. Parce que nous avons des ressources, des terres, du pétrole, des jeunes, une position qui est stratégique et énormément de choses à construire. Après, il faut pas se mentir. Le vrai défi aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir organiser. C'est aussi un problème de vision, d'industrialisation et surtout cette capacité à construire sur le long terme. Vraiment sur le long terme. Parce que beaucoup de projets ne se construisent pas juste en fait en quelques mois ou quelques années. Et ça demande des réels, ça demande du capital, du partenariat, des compétences, des investisseurs, des structures solides. Et je trouve que c'est là où, franchement, les investisseurs africains peuvent jouer un rôle qui est vraiment énorme par rapport à tout ce genre de projet. Et notamment ceux de la République du Congo. Vous savez, il y a énormément de milliardaires qui se cachent en République du Congo. Ils sont nombreux, il y en a. Qu'importe, hein, mais il y en a. Et ça existe. Faut pas se mentir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où justement je demandais pourquoi les investisseurs donc congolais, les milliardaires surtout congolais, n'investissaient pas localement. Après, moi, je pousse un petit peu donc à voir les choses différemment. Cette réflexion, elle passe justement donc en posant quelques questions, tu vois. Une question telle que pourquoi davantage d'investisseurs africains ne se regroupent-ils pas autour de grands projets stratégiques et industriels? Et je me dis qu'aujourd'hui, l'Afrique possède des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des milliardaires, des diasporas qui sont extrêmement puissantes, des réseaux économiques importants. Et honnêtement, je pense qu'il faudra commencer et apprendre surtout à unir davantage de capitaux africains autour de projets concrets. Pas seulement dans le commerce ou dans l'importation, mais aussi dans la transformation, dans l'énergie, dans l'industrie, dans les infrastructures, dans la logistique. Parce que le futur économique de l'Afrique se jouera probablement énormément sur sa capacité à produire et à transformer davantage localement. Et vous savez, l'Afrique ne manque pas forcément de ressources. Elle manque parfois davantage de structures capables de transformer ces ressources. Et une petite vision pour le futur économique de l'Afrique. Moi, je pense que les prochaines années qui arrivent seront extrêmement importantes pour l'Afrique. Parce que le monde change très vite, comme vous l'avez vu dans la vidéo qui a précédé. Le numérique avance, l'intelligence artificielle avance, les industries changent, les équilibres économiques changent. Et les pays qui vont réussir demain, ils seront ceux qui seront probablement capables d'anticiper, d'investir intelligemment et de construire des structures qui soient solides. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement la pauvreté. Le vrai danger, c'est de rester spectateur pendant que le monde change. Le Congo possède des ressources énormes, mais on a vu ensemble que les ressources seules ne suffisaient pas. Et le futur, lui, il appartiendra aux pays qui seront capables de transformer, de produire, d'industrialiser, de former et de construire davantage localement. Et honnêtement, malgré les difficultés, je pense encore que l'Afrique possède encore d'énormes opportunités devant elle. Maintenant, on va se poser une question ensemble.
Allons-nous continuer simplement à exporter nos richesses ou allons-nous enfin apprendre à construire davantage autour de celles-ci? Et comme d'habitude, on discute un petit peu. Vous savez, on a vu là, la République du Congo est extrêmement riche. C'est un pays qui possède énormément de richesses. Et je pense bien qu'il y a même des parties de sol qui n'ont pas encore été explorées. Il y a des parties de sol qui sont encore extrêmement vierges. Ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de richesses en fait à découvrir. C'est un pays qui découle de lait et de miel. Je ne me cesserai jamais de le dire. Et moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est que on a cette capacité de pouvoir investir localement justement pour transformer. Et quand tu regardes la population, il ne faut pas se dire que non, par rapport au coût de transformation, qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Je pense que là, c'est peut-être le rôle aussi de tous ceux qui sont dans le monde de la finance, au niveau du Congo, de tous ceux qui sont dans la recherche, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait concocter justement afin de pouvoir profiter un petit peu de ces avantages naturels que nous a offert cette très chère terre qui est notre patrie. Comment est-ce qu'on pourrait exploiter justement tout cela, toutes ces richesses pour pouvoir donc transformer? Après, je sais qu'on est aussi de beaucoup de choses parce qu'il y a des contrats, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est pas faux. Mais je pense que si on peut quand même transformer ne serait-ce qu'une certaine partie et donc investir à la hauteur de cette transformation, puisqu'on a un pays qui n'a pas énormément d'habitants, qui va non seulement générer des emplois, mais également nous permettre en fait de faire face à ce genre de situation que nous rencontrons. Parce que lorsqu'on rencontre en fait ce genre de difficultés, d'un côté, tu as forcément donc tout qui grimpe, puisque le transport devient donc à un coût qui est exorbitant. Chacun met un petit peu les tarifs qu'il veut, etc. pour se déplacer. Donc ça devient très difficile pour acheminer de la marchandise, pour rouler, pour pas mal de choses en fait. Et la question que je me pose aussi, c'est que est-ce que par exemple il existe des zones de stockage pour nous permettre d'avoir du carburant et justement à ce moment-là d'ouvrir ces zones de stockage et de pouvoir alimenter donc certaines stations, etc. pour au moins pallier sur quelques semaines, voire même avoir des capacités d'un mois. Alors, qu'est-ce que cela coûte? Oui, mais ça coûte le prix que ça doit coûter. Mais je pense qu'il y a ce genre en fait de choses qu'il faudrait plutôt mettre en avant. Moi, je pense que ça doit être une question qui doit être revue. C'est une question qui doit être posée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous permettre de transformer localement? Et je pense qu'il y a quand même des investisseurs qui seraient capables de le faire. Il y a beaucoup de milliardaires au niveau de la République du Congo. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Ils existent. Ils existent. Quand tu regardes un peu certains chiffres, tu sais qu'il y a énormément de milliardaires en République du Congo. Ils se cachent. Je ne parle pas de millionnaires, je parle de milliardaires. Il y en a. Donc il ne faut pas se mentir, il y en a. Alors, pourquoi ne pas créer une structure qui permettrait justement de regrouper, par exemple, ces milliardaires et de créer une raffinerie qui va permettre justement de raffiner ce qu'il faut pour la population et le surplus être revendu sur des pays voisins. Vous pouvez voir ça dans les accords bilatéraux, etc., voir qu'est-ce qu'on peut revendre. Je sais que par exemple, il y a la RDC à côté aussi. Je ne sais pas de qui ils dépendent justement pour la vente, pour l'achat plutôt du carburant, mais c'est des voisins qui sont très proches et donc c'est un très grand pays. Donc vous imaginez, si vous êtes capable d'alimenter, de vendre en République du Congo et en RDC, qu'est-ce que cela pourrait vous produire? Qu'est-ce que cela ferait rentrer en termes de finances au niveau du pays? Qu'est-ce que ça pourrait faire rentrer en termes d'argent? Voilà. Alors, en investissant dans un tel projet, vous allez pouvoir résoudre d'autres problèmes. Vous allez pouvoir résoudre des problèmes d'emploi. Parce que justement, vous allez créer toute une chaîne en fait d'emploi tel qu'on l'a vu tout à l'heure, qui va permettre justement de diminuer ce taux de chômage qui, je le pense, doit être extrêmement élevé. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des particularités, il y a quand même des activités pour lesquelles on peut se lancer en République du Congo. Il ne faut pas rester fermé. C'est vrai qu'il y a un problème historique qui est là. Il y a des partenaires. Mais je pense qu'il faut voir avec ces partenaires quelles sont les solutions aujourd'hui, parce que ce genre de solutions ne suffisent plus en fait, parce que la population a grandi. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais oui, la population a grandi. Et il y a une masse salariale, on l'a déjà abordé, sur la fonction publique qui est extrêmement élevée.
Et ça réduit beaucoup le budget aussi du pays. Il n'y a qu'à voir dans telle administration, de la fonction publique, etc. La masse salariale qu'il y a, elle est énorme, puisqu'aujourd'hui, c'est le pays qui emploie énormément. Moi, je pense qu'il faut quand même investir, il faut voir ce genre de choses. Quoi? Les milliardaires, là, ils n'aiment pas l'argent ou quoi? Hein? Vous n'aimez pas l'argent ou quoi? Mais ça, c'est quelque chose qui est très fort. Un pays est dépendant du carburant. Franchement, pourquoi ne pas investir là-dessus? Allez voir Dangote, discuter avec Dangote. Je pense que là, il est en train d'acquérir de l'expérience parce que c'est quelque chose qui est aussi neuf pour lui, qui est aussi nouveau pour lui. Donc, il est en train d'acquérir de l'expérience. Demain, il sera en mesure également de proposer de telles solutions pour des pays. Et ça part avec le développement. Ça n'empêche rien de continuer avec des contrats qui soient historiques ou consorts, mais au moins de pallier à ce genre de problème. Juste pour notre pays. Alors, peut-être que les gens ont accès à ça, et peut-être que bien avant moi, et j'en suis même certain, parce que il y a quand même des personnes qui sont calées, je pense que cette solution a déjà peut-être été pensée, mais bon, c'est vrai que je la vois pas comme ça sur les réseaux sociaux, ou alors, bon, je fréquente très peu de réseaux sociaux, on va dire locaux, et voilà, je pense qu'il faut la retourner, cette question, elle mérite réflexion. Ça mérite d'être approfondi, ça mérite justement de voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution derrière. Parce que je pense que c'est une solution qui, en un coup, peut résoudre pas mal de problèmes. Vous voyez? Une pierre deux coups, comme on dit. Donc voilà, il faut voir franchement ce que ça peut rapporter. Pensez franchement à cette solution. Je sais qu'elle peut nous apporter énormément de choses, énormément de bienfaits. Et ça, c'est de l'argent qui est à nouveau disponible pour l'État. Et si les finances ne permettent pas, pourquoi ne pas voir justement avec le FMI? Ça, c'est un projet qui, je pense, est légitime pour un pays, par exemple. Ça coûte tant de milliards, je pense qu'on peut se permettre d'emprunter. Il faut faire des calculs par rapport à ça. Il faut voir la rentabilité à long terme. Il faut voir en combien de temps on est capable de rembourser ce prêt sur le long terme. Et moi, je parle de capacité de production par rapport au pays. On n'a pas parlé de prendre la même capacité de transformation qu'on utilise dans un pays tel qu'en France ou ailleurs. Je ne parle pas de ça, parce que voilà, on parle de capacité de transformation pour notre utilisation localement. Et en surplus, peut-être à revendre, ce qui peut nous permettre de créer des réserves et en cas de difficulté quelconque, d'utiliser ces réserves justement pour continuer à faire tourner notre économie. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas du carburant, c'est un peu l'économie qui est paralysée sur beaucoup de points. Voilà un petit peu le sujet du jour. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Et c'est pas faux. Le quotidien du citoyen lambda, il est affecté par ce manque de pouvoir se déplacer. Parce que justement, après, il y a une question que je me pose en fait. Mais au final, qu'est-ce qui génère toutes ces difficultés, en fait, cette pénurie? Alors, comment expliquer cette pénurie, justement? Peut-être qu'il y en a qui savent comment ça s'explique. Je n'ai pas la science infuse sur tout. Voilà, on fait des recherches, on essaie de comprendre telle situation, mais peut-être qu'il y a des spécialistes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui pourront expliquer à quoi est lié ce problème de carburant. De manière directe, pas des histoires farfelues, fallacieuses et consorts. Voilà, vraiment à quoi est lié, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir ce genre de difficultés. Après, je sais que pour un pays qui produit, mais qui ne transforme pas, effectivement, forcément. Donc, le coût du transport doit être énorme. Les taxes doivent être énormes. La logistique derrière, au niveau de l'organisation, elle doit être extrêmement élevée. Donc, si pendant des années, on a eu des factures qui étaient extrêmement lourdes, est-ce qu'on n'a pas pu, à un certain moment, se poser et se dire, voilà, par exemple, sur 30 ans, ça nous a coûté tant. Alors aujourd'hui, on en serait où? Voilà, c'est aussi ça, cette vision, en fait, qui est lointaine. Alors, où on en serait aujourd'hui? Voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à tout ça. Et si on a quand des réponses, moi, je serais curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qui, au final, génère, en fait, cette pénurie. Voilà, donc c'était Parole du dimanche avec Abraham. Donc, merci d'avoir suivi. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.
La RDC. Le Congo-Brazza. Tarasi Matewe Moucheune. L'île du diable. Le majestueux fleuve Congo.